Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, le partenariat économique entre le Maroc et les États-Unis à la lumière du sommet sur l'investissement Select USA et qui se tiendra du 26 au 29 juin à Washington. Quels enjeux, quels objectifs de la participation marocaine à ce genre de grand-messe de l'investissement? En compagnie de mes invités ce soir, nous allons d'abord dresser un état des lieux de l'évolution du partenariat économique sur les volets bien sûr commerciaux, mais aussi d'investissement près de 16 ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Maroc-USA. Quels sont les challenges et les opportunités devant les opérateurs des deux bords de l'Atlantique, les marchés cibles et les régions à fort potentiel? Quels sont les prérequis avant de commencer à exporter vers ou investir aux États-Unis? Sur le volet industriel, cette fois, nous explorons les pistes d'une co-industrialisation destinée au marché africain depuis le Maroc et vice-versa. Comment un opérateur marocain peut-il percer sur l'énorme marché nord- et centra-américain? Beaucoup de questions autour de ce partenariat Maroc-USA, des questions auxquelles nous répondrons en compagnie de mes invités ce soir. Bonsoir, Shakir Falsar. Bonsoir. Vous êtes attaché commercial du consulat des États-Unis à Casablanca. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité à votre émission pour parler des relations économiques et commerciales entre le Maroc et les États-Unis. Select USA, si je peux discuter ça. Je vais finir de présenter le reste du plateau. Et certainement, on va commencer par Select USA parce que c'est l'actualité, c'est une émission d'actualité. Bonsoir, Amil Laridi. Bonsoir, Madame Khadija. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de questions d'actu. Expert international en stratégie et en diplomatie économique. Vous êtes également vice-président de l'Association marocaine des exportations. Merci encore une fois de répondre à notre invitation. Merci à vous, un plaisir. Et par Skype, Nabil Adel, bonsoir. Bonsoir, Khadija. Vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCAM. Bienvenue à vous également. Merci pour l'invitation. Alors, justement, vous avez commencé à parler de Select USA, Shakir Falsar, un forum d'investissement donc, qui n'a pas eu lieu ces 2 dernières années à cause de la Covid-19, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est Select USA? En réalité, il y a eu ce sommet Select USA l'année dernière, mais c'était à distanciel. OK. Ce n'était pas présentiel. C'est différent. Oui, exactement. Mais le sommet Select USA est seulement une partie du programme fédéral Select USA. Le programme Select USA promouvoit et félicite les investissements aux États-Unis par des sociétés étrangères. Et le sommet a lieu chaque année, souvent le dernier juin. C'est un très grand sommet. On a peut-être 3000 personnes à ce sommet et parmi eux, peut-être 1200 gens d'affaires là-bas, investisseurs qui viennent de tous les pays partout du monde. Il y a combien de pays? 80 pays qui seront représentés, plus ou moins? Plus ou moins 80 pays, oui. OK. Alors justement, puisque vous parlez d'investissement, on voit par exemple les chiffres sur l'investissement direct étranger aux États-Unis. Bien sûr, à cause de la Covid-19, ces chiffres-là ont beaucoup baissé, mais la tendance avait commencé quelques années plus tôt, vers 2016, avec un rebond en 2018. Est-ce que vous faites le département justement de trade et de l'investissement compte sur ce genre d'événement pour drainer aussi beaucoup d'investisseurs étrangers? Et comment? À la fois. Oui, on encourage toutes les sociétés qui ont un intérêt à explorer le marché aux États-Unis de venir avec nous. Cette année, je crois qu'on a peut-être plus que 20 sociétés qui vont venir avec nous pour explorer les opportunités, pour participer au sommet, pour apprendre comment investir aux États-Unis. Ils vont avoir des séances, comment payer des taxes, la comptabilité, les régions qui sont les meilleures pour chaque secteur et tout ça. Et il y aura beaucoup des grands responsables du gouvernement des États-Unis qui seront là-bas.
Donc 20 sociétés marocaines. Amine Laridi, qu'est-ce que représente la participation à ce genre de sommet pour une entreprise marocaine ? Très bien. Bon, déjà, en fait, de prime abord, je vous félicite pour le choix, en fait, de la thématique et un plaisir d'entendre mon ami Shakir, consul économique des États-Unis à Casablanca, parler en français. On a l'habitude d'échanger ensemble en anglais, donc je remercie de faire cet effort, justement, de vulgarisation. Maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, je suis quelqu'un de très logique. Nous avons une économie qui est dynamique, nous avons une économie qui se diversifie, qui vise à créer de la valeur, mais aussi des constats qui sont là. D'accord ? Je vais en énumérer 5. Le premier, c'est essentiellement 2/3 de nos exports dépendent de 2 ou 3 pays, de partenaires étrangers. On a besoin de les renforcer, mais ça veut dire automatiquement qu'on a besoin de diversifier l'internationalisation. Là, je ne parle pas uniquement d'export, je parle d'internationalisation avec un grand I, de toute la chaîne de valeur, potentiellement. Il y a un deuxième volet, c'est que 4 régions marocaines représentent 75%, c'est-à-dire 3/4 de nos exports. Oui. Et 4 secteurs marocains représentent encore une fois 75% de nos exports. Et la valeur ajoutée moyenne en fait, de nos exports en général ne dépasse pas les 21%. Donc si je regroupe en fait, tous ces éléments-là, c'est une nécessité de développer et de multiplier les partenariats, qui de mieux que les États-Unis, avec lesquels en fait, on a des relations stratégiques, des relations qui sont ancestrales, mais aussi en fait, des relations très puissantes au présent sur plusieurs niveaux, d'accord, politique, stratégique et j'en passe. Et un accord de libre-échange, justement, vous le disiez si bien, pour travailler sur ce volet-là. Or, le marché américain et les partenaires américains, parce qu'on ne parle pas uniquement ici en fait, de marché, on parle des partenaires américains, semblent en fait idylliques justement pour cela. Bon, déjà, je rappelle que les États-Unis, en termes de GDP, en termes de PIB, c'est plus de 20 trillions de dollars, donc 20,94 pour être précis, que certains États américains, notamment en fait la Californie, pour ne pas en fait, et juste pour les citer, parce que pour eux, ils représentent en fait tous les États de manière en fait égale, mais la Californie c'est 3,3 trillions de dollars, d'accord. Si on parle de la Floride, c'est 1,2. Si on parle de New York, c'est 1,8, 1,9 en fait pour tout ce qui est Texas. Donc chacune d'entre elles, elle représente en fait parfois 3-4 fois le PIB de pays européens amis. D'accord, donc c'est très important en fait de relever cela. On parle d'un GDP, d'un PIB par habitant qui dépasse les 90 000 dollars par habitant pour certains États, tels que le Massachusetts par exemple. Donc, il en résulte qu'il y a justement une potentialité énorme à la consommation, mais qu'il y a aussi en fait des leviers économiques de développement et d'investissement qui sont très importants. Maintenant, vous pouvez toujours me dire pourquoi on a attendu 2019 pour organiser en fait la première délégation marocaine à Select USA, que j'ai eu le plaisir de. Vous faites bien de le rappeler. Donc, absolument. Première participation du Maroc, elle date de 2019 Tout à fait. À Select USA. Tout à fait. Et on était le premier ou parmi les premiers pays africains à participer activement avec une forte délégation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était une délégation conjointe avec le département d'État, avec le département de commerce, le Trade Department américain, avec nos amis aussi de l'AmCham que je salue, et avec aussi mes amis de l'ASMEX. Maintenant, sur le concret, pourquoi on a attendu 2019 ? Écoutez, il y a toujours eu un gap culturel, une volonté mutuelle en fait de développer les choses de part et d'autre, c'est-à-dire de la part du Royaume du Maroc et des États-Unis d'Amérique, mais essentiellement un gap cognitif et culturel. Si vous voulez exporter en Europe, en France, en Espagne, en Allemagne, n'importe quel transitaire maîtrise en fait le processus aussi bien logistique, dédouanement, transit, et il vous suffit d'avoir le client. Et parfois, il peut même vous aider en fait à avoir le client, d'accord ? Mais pour le marché américain, je me rappelle en 2005, j'étais en contact avec l'USAID et j'étais en charge en fait d'un département marketing intégré. Qui est, juste pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est l'institution du département d'État américain qui débloque des fonds de soutien justement pour des projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Absolument. Et à l'époque, justement, ils avaient un fonds spécial pour la promotion des nouvelles opportunités d'export du Royaume du Maroc vers les États-Unis. Très bien. C'est-à-dire les Américains venaient financer de la formation, de l'accompagnement pour des exportateurs marocains pour y aller. Alors j'avais été approché, j'étais chez une multinationale, je gérais le département sales et marketing pour justement vulgariser cette notion-là. Et on s'en rendait compte, c'est-à-dire il y avait une volonté des exportateurs marocains, mais ils ne connaissaient pas le marché américain. À l'époque, ils achetaient en DDU et en DDP. C'est-à-dire ils avaient besoin de maîtriser la chaîne logistique, ils avaient besoin de maîtriser la chaîne marketing pour un marché énorme, d'accord, très diversifié. Et bien sûr, le volet légal. Et le volet légal est très important aux États-Unis, tout comme il est aussi chez nous au Maroc. Donc, on va dire que c'est beaucoup plus compliqué. Absolument. Donc, il fallait maîtriser en fait tous ces volets-là. Il fallait en fait les vulgariser. Il fallait les modéliser. Donc, en 2019, c'était l'objectif principal. On s'est rendu compte en fait que l'une des meilleures manières d'acquérir ou de franchir ce gap cognitif, c'est d'investir, de co-investir
co-investir, tout comme les entreprises américaines qui sont de l'ordre de 150 présentes en fait ici au Maroc ont investi quelques 2 milliards de dollars au fur des dernières années. Donc je parle avec ton soutien en fait par rapport aux chiffres, cher Shakir. Donc 2 milliards de dollars qui ont été investis. Ce co-investissement, il contribuerait à franchir le cap, à développer des références, parce que vous pouvez être exportateur et vous avez le bon produit, mais in fine, est-ce qu'il pourra en fait aller directement chez le supermarché américain? Non, parce que vous avez besoin des bonnes références, vous avez besoin des bons certificats qualitatifs. Donc ce co-investissement, il permet de franchir ce pas, d'avoir les références nécessaires et donc de gagner des décennies en termes d'export, de développer une chaîne logistique qui est mutualisée. Je rappelle qu'on est, grâce au port de Tanger Med, à entre 7 et 10 jours des principaux ports en fait atlantiques américains, ce qui est incroyablement positif pour nous, notamment pour nos produits agroalimentaires, mais aussi pour des chaînes de valeur aujourd'hui qui ont besoin d'être les plus sustainable et les plus rapides. Très bien, juste par rapport aux exportations, les exportations marocaines, juste pour rapprocher notre audience de la nature des exportations marocaines, donc c'est dans l'ordre, tout d'abord les fertilisants, l'aéronautique, l'agroalimentaire et les États-Unis. Oui, on parle Maroc-USA, il l'a dit. Oui. Nabil Adel, alors, on a parlé tout à l'heure, j'ai évoqué avec Shakir Falsar cette question des investissements directs étrangers aux États-Unis, n'est-ce pas? Tous ces investissements que draine quand même la première puissance économique mondiale. Ces chiffres-là ont bien sûr subi aussi l'effet Covid comme partout dans le monde. Moi, je voudrais évoquer avec vous d'abord la conjoncture dans laquelle se tient ce sommet Select USA, la conjoncture mondiale, mais aussi au niveau des États-Unis. Avant d'évoquer également avec vous le fait que cette conjoncture ait changé beaucoup de choses dans l'échiquier économique et notamment d'investissement dans le monde. Écoutez, alors, tout d'abord, c'est une manifestation qui intervient dans un contexte économique mondial assez particulier, marqué par deux événements majeurs. Oui. Alors d'abord, la reprise attendue post-Covid. Nous avons passé deux ans avec une pandémie qui a bouleversé tous les paradigmes économiques classiques et face à laquelle les économies sont retrouvées complètement démunies. On n'a jamais vu ça dans l'histoire moderne, où d'un seul coup, tous les facteurs de production ne pouvaient plus bouger et un humain sur deux était confiné. Donc, c'était une crise d'une nature nouvelle et qui a affecté l'économie mondiale. Donc là, nous sommes en phase de sortie de cette pandémie. Bon, on parle d'autres pandémies, mais pour le moment, on va se concentrer sur cette phase de sortie de pandémie et donc avec tous les plans qui devaient accompagner la reprise. Or, la mauvaise surprise, c'est que ces plans qui devaient accompagner la reprise sont des plans qui ne pouvaient être que par essence inflationnistes. Or, nous avons déjà face à nous une inflation qu'on n'a jamais vécue depuis au moins 40 ans et qui bloque les efforts de reprise que peuvent entreprendre les États et les gouvernements. Donc, nous sommes sur une économie mondiale dans une situation assez unique. Ce n'est ni la crise de 1929, ni 1973, ni encore celle de 2008. Une crise nouvelle. Et en sortant de cette crise, nous rencontrons une inflation qu'on n'a jamais rencontrée depuis 40 ans. Donc, à ce niveau-là, les perspectives de croissance de l'économie mondiale deviennent de plus en plus incertaines. Et pour ne rien arranger à la situation actuelle, nous avons une crise, une bataille en Europe qui peut dégénérer en guerre et qui exerce davantage de pression, cette fois-ci non pas sur les prix, mais carrément sur la chaîne logistique. On risque d'avoir des interruptions et des crises alimentaires et des crises énergétiques. Donc, nous sommes sur ces trois éléments assez complexes de l'économie mondiale, la reprise post-Covid, une inflation qu'on n'a jamais vue depuis au moins 40 ans, et troisièmement, un conflit européen, mais qui peut dégénérer en un conflit mondial avec toutes ses ramifications, sachant que nous parlons de deux puissances aussi bien énergétiques qu'agroalimentaires. Maintenant, c'est dans ce contexte que s'inscrit cette initiative. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique est le terrain de convoitise de toutes les grandes puissances. Les États-Unis, en reconnaissant la marocanité, la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud, s'est allié à un pays qui a constitué depuis au moins 2 décennies un réseau et un maillage continental qui lui permet d'avoir une position
leader et de faciliter pour toute entreprise américaine qui s'installe au Maroc l'accès à un vaste marché de plusieurs pays où nous avons des accords commerciaux, des accords technologiques et où le souverain s'est déplacé en personne pour dynamiser ce partenariat. Donc, pour une entreprise américaine, concrètement, quand elle arrive au Maroc, au lieu de faire le travail d'aller chercher des pays, elle a au moins 25 à une trentaine de pays qu'elle peut adresser directement au Maroc parce que la tuyauterie a été établie et le câblage a été déjà fait. Donc, facile pour elle. Comme l'a rappelé Amine tout à l'heure, donc en plus de ça, vous avez un réseau portuaire et des infrastructures aussi bien routières, ferroviaires que le télécom, qui permettent à une entreprise américaine en particulier et internationale en général d'être en Afrique, mais d'avoir un niveau d'infrastructure qui se rapprocherait des standards européens. Et donc, c'est ça la valeur ajoutée que propose le Maroc, aussi bien pour les États-Unis que pour d'autres pays européens. Très bien. 150 entreprises américaines, Shakir Falsar, 150 entreprises américaines implantées au Maroc et qui opèrent actuellement du Maroc. Si vous nous rapprochez des secteurs dans lesquels opèrent ces entreprises. Ces entreprises opèrent dans les secteurs de IT, les hautes technologies, les technologies et l'aéronautique et les automobiles aussi et l'agriculturel aussi. Donc, quand on voit justement, allons dans le détail de ces secteurs-là, ce sont des secteurs à haute valeur ajoutée. Oui, exactement, haute valeur ajoutée. Alors, comment ont évolué ou comment a évolué cette présence américaine dans le tissu industriel marocain? Alors, je crois que c'est important et surtout important pour ma section au consulat, c'est de promouvoir le Maroc comme une destination d'exploitation pour les sociétés américaines ici. Et décrire le Maroc comme hub régional pour qu'ils puissent exporter leurs produits ou leurs services partout en Afrique. Alors, je crois qu'il y a un peu de... les sociétés américaines ne connaissent pas très bien le Maroc, la plupart des sociétés. Alors, mon boulot, mon travail, c'est vraiment de promouvoir le Maroc comme destination pour les sociétés américaines. Comment vous mettez ça en avant? Par exemple, vous êtes Shakir Falsar, attaché commercial du consulat des États-Unis à Casablanca. Imaginons qu'il y a votre confrère dans une autre capitale. Je n'ai pas envie de citer les capitales, mais en tout cas sur un concurrent du Maroc. Comment vous le battez en négociation? Quels sont les arguments que vous avancez et qui disent que le Maroc est mieux que tel ou tel autre pays comme terre d'investissement américain? Alors, le marché, oui, il y a beaucoup de la sécurité ici. C'est un très bon marché, c'est très ouvert. Et je crois que le peuple marocain aime beaucoup les produits et les services des États-Unis. Les sociétés américaines ont une réputation qu'ils sont très honnêtes. Toutes ces procédures sont très ouvertes. Ils ont la technologie à très haut niveau, par exemple, et ils entraînent le peuple local. Par exemple, il y a une société à Tanger. Ils ont entraîné beaucoup des Marocains de devenir des managers pour la gestation. OK. Très bien. Amine Laridi, je vais vous poser un peu la même question, mais cette fois pour les entreprises marocaines qui... déjà, nous n'avons pas de chiffres. Nous avons fait beaucoup de recherches au niveau de notre équipe de Amédien TV. Nous n'avons pas trouvé de chiffres exacts qui témoignent de la présence marocaine aux États-Unis. Des entreprises qui opèrent, à part bien sûr certaines qui sont historiques, notamment dans l'agroalimentaire, qui non seulement exportent vers les États-Unis, mais ont également une présence, une manufacture agro-industrielle aux États-Unis. Quel est le profil d'une entreprise marocaine qui investit?
Excellente aux question, US. comme toujours de la Khadija, et je ne vous jette pas de fleurs, c'est toujours un plaisir d'être des vôtres, et j'aime beaucoup votre pertinence. Alors en continuité de votre question et de l'intervention de mon cher ami, Monsieur Shakir, alors je disais tout à l'heure que parmi les caractéristiques justement de l'export marocain, c'est qu'il y avait ce volet de faible valeur ajoutée, en moyenne. Parce que quand on parle d'export technologique, il y a une valeur ajoutée qui est certaine, qui est très importante. L'aéronautique, qui sont le deuxième secteur le plus exportateur aux États-Unis, la valeur ajoutée, elle est là. La transformation des produits de phosphate et de ses dérivés en engrais, en acide phosphorique, etc. Et en collaboration aussi avec les entreprises américaines, aussi bien d'un point de vue ingénierie cognitive que d'un point de vue distribution, etc. Il y a une valeur ajoutée qui est là, qui est certaine. Cependant, il y a encore du travail à faire en matière de valeur ajoutée. Et avec les entreprises, avec le marché américain, justement, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un marché de luxe, c'est un marché de qualité, c'est un marché qui souhaite la bienvenue à tout projet avec une forte composante culturelle. Et notre pays, qui de mieux que notre pays pour exporter justement des produits avec une grande composante culturelle, un pays de 1400 ans d'existence en tant qu'État et de plusieurs millénaires en fait d'existence en tant que culture et d'ouverture et d'ascendant, aussi bien musulmans que juifs, etc. Je parle aussi d'un marché qui très souvent est un marché de pool. Et ce qui est très important pour nous en tant qu'exportateurs. Je rappelle que le turnover des entreprises exportatrices marocaines est de 50%. C'est-à-dire chaque année, une entreprise sur deux disparaît. Les chiffres, en fait, ils parlent de soi-même. Or, si vous avez un contrat avec une entreprise américaine, on va dire Walmart, ou avec n'importe quelle chaîne de grands supermarchés, etc., c'est une continuité stratégique. C'est aussi un upgrade qualitatif. Parce que et puis, un gage de pérennité. Si le carnet de commandes, c'est ça, le nerf de la guerre, c'est que le carnet de commandes reste. Il est là. C'est pour ça que je parlais rempli. De cette logique de pool. Justement, quand j'ai en fait un carnet de commandes, et vous faites si bien en fait de le mentionner, j'ai automatiquement la capacité d'attirer de l'investissement, parce que de faire un upgrade et d'investir dans mes cadres, et ce que vous disiez en fait tout à l'heure, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, d'investir dans plus d'encadrement, d'investir dans du transfert en fait de savoir et de compétences, etc., d'augmenter ma qualité, je le disais, mais en même temps de faire preuve d'innovation. Et je rappelle aussi que le marché américain est un marché qui est immense, donc il fallait l'appréhender de manière qui soit différente, c'est-à-dire quel que soit en fait ce que vous investissez en communication par rapport en fait justement à nos habitudes en termes d'investissement de communication, ça paraît comme peanut, ça paraît comme en fait une goutte dans un océan. Donc il fallait avoir une approche qui est nouvelle, une approche en fait de marketing relationnel avec les clients, de faire même du one-to-one, de développer du sur-mesure par rapport à nos clients américains, de se concentrer sur des régions. C'est une stratégie qui a été suivie par plusieurs entreprises marocaines, de se concentrer sur une région en fonction justement des aléas logistiques, mais en même temps en fonction aussi des habitudes de consommation et de la culture. Pour le deuxième volet de ma réponse, c'est les secteurs. Vous avez mentionné en fait les secteurs actuels, mais il y a du potentiel. Le Maroc aujourd'hui est un pionnier en matière de sécurité alimentaire, en termes en fait d'industrie agroalimentaire. Donc il y a le volet agricole, mais il y a aussi le volet pêche et j'en passe. D'accord ? Ce sont des secteurs qui sont classiques, j'ai envie de dire, et historiques. Mais ils peuvent être appréhendés différemment. C'est-à-dire aujourd'hui on exporte de la tomate, mais demain on peut exporter du zélouk ou de la tchouka marocaine. C'est déjà le cas. Il y a déjà des entreprises qui exportent des sauces de tagine déjà prêtes. Je me souviens que j'avais fait un travail d'ailleurs avec une TV Cooperation entre Média 1 TV et le State Department, où nous sommes allés à la rencontre de ces exportateurs. Il y avait une entreprise Tagini à l'époque qui exportait des sauces de tagine directement prêtes. Justement, n'aviez-vous pas aussi rencontré des exportateurs marocains de Zlige et d'autres produits? Absolument, absolument. Donc, mais ce sont pas des. Alors, vous faites bien de le dire. Mais ce sont pas. C'est-à-dire que ce sont des Marocains qui sont préétablis, établis aux États-Unis, notamment en Californie, mais aussi à DC, et qui ont pris ces initiatives et qui ont aussi pris part, ou j'ai envie de dire tirer profit de l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis pour exporter, parce qu'il n'y a pas de taxe sur les choses qui sont fabriquées manuellement et donc notre artisanat. Alors justement, c'est là où je réponds à votre question de manière directe. Il y a en fait un rapprochement entre la stratégie de l'État marocain, notamment la brand Made in Morocco, la logique en fait d'internationalisation, qui prend les États-Unis comme étant une priorité, entre les initiatives qui sont faites et elles ne sont pas embryonnaires, elles sont importantes, aussi bien par des Marocains résidant en fait aux États-Unis que par des Américains qui ont vécu au Maroc, qui connaissent la culture et ils sont nombreux, que aussi par des grands groupes marocains. Donc il y a un rapprochement en fait qui se fait entre les deux. Et ce rapprochement, il fait en sorte aujourd'hui qu'on a besoin d'exporter davantage, l'art de vie marocain.
il faut exporter le Maroc comme un pays de culture, d'accord, de savoir-faire. Quand vous consommez du wasabi japonais, vous consommez tout l'art de vie en fait qui est autour. Sinon, le wasabi ne s'exporterait pas. Il en va de même pour les baguettes, il en va de même pour d'autres produits. Donc, quand vous vendez l'art de vie, vous vendez aussi bien en fait l'artisanat marocain que la musique marocaine, que l'art culinaire marocain. Et derrière, c'est la tomate marocaine qui commence à être considérée comme étant une tomate premium. Elle l'est déjà d'un point de vue qualité. Mais est-ce que tout le monde la connaît? Non, mais puis, idem pour l'orange, idem la pour valeur d'autres ajoutée. produits. Alors justement, comment elles appréhendent ces entreprises? Je reviens à ma question. Quelles sont ces entreprises qui investissent, qui prennent leur courage à deux mains, j'ai envie de dire, parce que c'est un marché qui est énorme. Tout à fait. Et qui n'est pas facile non Absolument. plus avec toutes les restrictions, mais en tout cas les certifications de la FDA, de la Food and Drugs Administration, et j'en passe. Donc ce n'est pas un marché aussi facile à appréhender. Qui sont ces entreprises qui ont fait le pas? Alors, l'agroalimentaire, puis je passe à d'autres types d'industries, mais j'énumère rapidement. Je parlais de l'agroalimentaire, je vais zoomer tout de suite. Il y a le volet en fait industriel, le volet énergétique, le volet service aussi. Si on parle d'industrie, c'est essentiellement l'aéronautique, mais il y a aussi en fait cette possibilité dans le futur d'exporter aussi des composants pharmaceutiques. Je rappelle l'important projet au Maroc de Récifar, d'accord, qui a été lancé par Sa Majesté en fait le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste en début d'année. Il y a un volet très important qui est prévu dans les mois à venir, à savoir les Active Pharmaceutical Inputs, les APIs, et que les États-Unis importent aussi. Et on a cette possibilité demain d'exporter pour l'Afrique, mais aussi en fait pour nos partenaires américains. Donc je reviens le volet en fait export. Mais on a la capacité de produire pour un marché aussi grand dans le futur que en partie, oui. les États-Unis d'Amérique. En partie, parce que les APIs, il y a deux major producers, deux grands en fait fournisseurs aujourd'hui mondiaux, et il y a le besoin aujourd'hui impératif aussi bien pour l'Europe que pour les États-Unis de les produire, et c'est dans l'intérêt. Maintenant pour l'agroalimentaire, c'est un produit qui est périssable, ça on le sait tous. Il faut des chaînes de valeur sans rupture, il faut des chaînes de valeur qui sont continues. Au départ, c'était un peu risqué, c'était difficile. On ne connaissait pas en fait comment ça allait le customs process, on ne connaissait pas en fait comment on allait faire en fait le transit, le dédouanement, etc. Si on ratait juste la connexion sur un train, c'était en fait 10 jours de plus qu'il fallait attendre, etc. Aujourd'hui, on a le savoir-faire. Beaucoup d'entreprises d'agroalimentaire ont investi dans des stocks sur place de froid, ce qui nous permet d'avoir en fait une zone tampon de la logistique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'encourage aussi toutes les entreprises à faire marocaines qui désirent pénétrer le marché américain, à mutualiser leurs efforts, les mains dans la main, pour avoir en fait des dépôts, aussi bien de froid, etc., pour acquérir même des participations des entreprises de distribution régionale, d'accord, pour avoir derrière l'effet de masse, mais aussi du référencement auprès du client final et de l'acquisition de savoir cognitif. Je reviendrai aux autres aspects peut-être par la suite. Je voudrais m'arrêter sur cet aspect qui a encouragé ces exportations. Je l'ai cité tout à l'heure. 16 ans, près de 16 ans. Ça va se faire incessamment sous peu. La 16e bougie de l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis va être soufflée incessamment sous peu. Nabil Adel. Donc, comment atteindre le full potentiel, le potentiel optimal d'un accord de libre-échange aussi important qu'avec la première puissance économique mondiale? Alors d'abord, d'un point de vue factuel, je reviendrai à votre précédente question. Les chiffres que nous avons sur l'investissement marocain aux États-Unis donnent quelque chose comme une soixantaine de millions de dirhams d'investissement direct. Donc, ça à peu près moins de 1 pour 1000 des investissements des entreprises marocaines à l'étranger. Et ce sont des chiffres de l'Office d'échange, Nabil Adel? De l'Office d'échange. D'accord. De l'Office d'échange. Alors, et vous avez les investissements américains au Maroc. Alors, c'est naturellement le 5e investisseur étranger au Maroc, les États-Unis. Il représente à peu près 5% du stock des investissements au Maroc. En revanche, ce que nous constatons, c'est que la tendance était à la baisse bien avant le Covid. Et donc là, il y a des éléments à régler. Quand on voit le flux annuel, il y a eu une baisse bien avant le Covid. Maintenant, pour répondre à votre question, comment tirer le plein potentiel de cette collaboration, de ces accords de libre-échange? Ce qu'il faut savoir, c'est que les enjeux économiques pour le Maroc ne sont pas ceux pour les États-Unis dans le cadre de ce partenariat. Autant le Maroc a des ambitions de développement économique, autant les États-Unis peuvent avoir juste une approche de diversification des partenariats. Et donc, autant le Maroc raisonne à l'échelle macro, pour les États-Unis, ce sont de nouveaux marchés, mais à l'échelle micro, pour quelques entreprises. Le Maroc, aujourd'hui, quand on voit la physionomie de ces échanges avec l'extérieur, il a un grand problème. C'est le problème de la taille critique. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend un pays comme le Mexique a su profiter pleinement
des accords de libre-échange avec les États-Unis, Oui, mais hormis la proximité géographique. ouais, voilà. On peut aussi comparer le Maroc au Chili, qui ressemble un peu même la nature des exportations chiliennes vers les États-Unis. C'est quasiment la même chose que pour le Maroc. Il y a beaucoup d'agroalimentaires et miniers. Mais vous l'avez dit à juste titre, il y a cette proximité géographique dont ne dispose pas le Maroc. Je ne sais pas comment on peut comparer. Non, justement, le Maroc dispose d'une proximité géographique qui n'en profite pas avec l'Europe. Et donc, le problème reste le même. Ce n'est pas une question géographique, c'est une question qui a été amplement développée par mes deux prédécesseurs, notamment c'est Amin, c'est que les Marocains ne sont pas habitués à travailler avec les États-Unis. Une fois qu'on franchit la première étape, en matière de normes, en matière de certification, en matière de process, en matière d'importance du droit, les choses deviennent plus faciles. Mais pourquoi il n'y a pas eu de process qui a été établi ces 16 dernières années? Il y a eu beaucoup d'initiatives. J'aimerais bien qu'on appelle un responsable du ministère de l'Industrie pour qu'il nous réponde à cette question. Effectivement, ça c'est une bonne question. Voilà un marché qui est extrêmement riche. Voilà un marché où certains États, je ne parle pas des États-Unis, un État ou deux, peuvent tirer le Maroc, le développement économique du Maroc et booster ses exportations. Et pourtant, très peu d'initiatives ont été faites en matière d'accompagnement des entreprises marocaines pour explorer ce marché. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons affaire au marché, ou l'un des marchés les plus riches, non seulement du monde, mais de l'histoire. Et c'est un marché qui a le libre-échange en tant que tradition dans ses gènes. Ce n'est pas un pays protectionniste qui s'est converti au libre-échange. Non, c'est un pays qui est né sur les thèses de libre-échange. Donc, c'est un pays avec lequel il est facile de commercer, à condition de respecter un certain nombre de diligences, un certain nombre de réglementations, et le marché est ouvert. Mm-hmm. Nous avons plusieurs lacunes que nous devons adresser. Alors, la première de ces lacunes, c'est d'abord la question normative. Nos lois, nos réglementations, nos décrets, toute notre arsenal juridique est d'inspiration continentale. Il n'est pas d'inspiration anglo-saxonne, ce qui complique les relations en matière d'échange. Deuxièmement, il y a cette histoire de langue. Le Marocain parle beaucoup plus facilement en français, et pour commercer avec les États-Unis, il faut parler en anglais. Or, la barrière linguistique est l'une des barrières au développement du commerce parce que le coût d'acquisition de la langue augmente les frais d'approche d'un marché. Alors, l'autre élément qui est non moins important, c'est justement les structures d'accompagnement des entreprises marocaines. Or, aujourd'hui, une entreprise marocaine, même si elle a le savoir-faire pour envoyer de la sauce ou bien des produits à faible contenu technologique, et il y a un marché aux États-Unis, le lien entre le savoir-faire au Maroc et la distribution aux États-Unis, c'est là où les structures, ou les superstructures étatiques peuvent jouer un rôle. Comment conduire une entreprise qui a 10-15 salariés et qui n'a pas forcément... Quelles sont ces structures dont vous parlez, Nabila Adel? Vous faites allusion à quelle structure? D'abord l'artisanat, vous avez l'agro-industrie, vous avez Donc vous parlez du département ministériel de ces secteurs-là? Je parle des départements ministériels de ces secteurs d'abord, et puis quand nous avons des chambres de commerce qui sont dynamiques, par exemple l'AMCHAM ou la CGM ou les chambres de commerce dans différentes villes, c'est ça le rôle. Il ne faut pas, effectivement, l'État doit faire des choses, mais tout ne doit pas être jeté rien que sur les épaules de l'État. Oui, mais ça nous ramène à notre sujet, Nabila Adel, et ça, c'est une question que je vais poser à tous mes invités ce soir. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives qui sont faites, on ne va pas le nier. Il y a des sommets, il y a des conférences, il y a des rencontres, des B2B et autres qui sont organisées, mais est-ce que finalement, elles portent leurs fruits ou pas ? Pour booster. Est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, Hamid Laridi a parlé de la première participation du Maroc à ce sommet Select USA, qui est un peu l'actualité, mais pas que. Il y a un autre sommet qui vient en juillet, qui est celui de l'US Africa Summit du 19 au 22 juillet et qui se tient au Maroc. Il y a aussi un autre forum d'investissement dans les provinces du Sud prévu et co-organisé entre notre ambassade aux États-Unis et le département de l'industrie et du commerce.
ce sera le 10 juin à New York. Donc, ce ne sont pas finalement, j'ai envie de dire, les initiatives qui manquent. Mais après, à un moment, il faut qu'on se mette aussi l'objectif de dresser un bilan et de voir quels sont les résultats de la participation marocaine à ce genre d'événement. Je vous laisse répondre, Nabil Adel. Je vois que vous voulez rebondir et puis je passe la main au reste de mes invités. Oui. Alors, très rapidement. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait un événement tous les 5 ans, tous les 10 ans. Non, ce sont des événements qu'il faut ce sont des événements annuels, Nabil Adel. Juste que je finisse la raison de phrase. Avec parce que vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait tous les 10 ans, je vous reprends. Par exemple, le Select USA, c'est un sommet annuel. Justement, alors moi je parle des initiatives d'accompagnement des entreprises marocaines pour pénétrer le marché américain. Pas forcément en investissement, juste en export. Juste en export. Ça, c'est un travail régulier. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que ça soit fait tout le temps, mais avec des mécanismes d'évaluation, avec des mécanismes de suivi et d'accompagnement. Très bien. Comme je vous dis, vous avez une entreprise marocaine qui veut exporter aux États-Unis, le marché américain est preneur, l'entreprise marocaine a le savoir-faire pour exporter. Maintenant, la jointure entre les deux, c'est en répondant à cette question, comment faire pour une entreprise marocaine qui a 5 ou 10 salariés puisse exporter aux États-Unis en l'accompagnant dans les différentes phases, c'est ça ce qui fera que nous accélérons les flux. Et je donne juste un exemple pour finir mon propos. Alors, il y a un pays sans le citer, quand ils sont venus au Maroc, ils sont venus avec une task force. Et cette task force, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait le porte-à-porte auprès des entreprises qu'elles ont préalablement ciblées et elle s'occupait de tout, de la commande jusqu'à la livraison. Très bien. Nabil Adel, quand vous dites une entreprise qui a 5 ou 8 salariés, donc c'est une toute petite entreprise, à elle seule, et ça c'est une... peut-être je rebondis sur vos propos, à elle seule, elle ne pourra jamais accéder au marché américain, de facto, parce que c'est un grand marché. Ceci dit, effectivement, s'il y avait une agrégation de toutes ces toutes petites entreprises, elles seront capables tout simplement d'appréhender la taille de ce marché. Alors, vous représentez la SMEX, l'association des exportateurs marocains, Amid Laridi. Je vous poserai la même question aussi sur l'accompagnement. Je pense que Nabil Adel vous a interpellé indirectement là-dessus, sur l'accompagnement et sur aussi la constance, n'est-ce pas, de l'accompagnement de ces entreprises marocaines pour aller sur ce marché américain. Très bien. Alors, il s'avère que la plupart des secteurs que vous avez mentionnés, qui sont les secteurs aussi bien exportateurs que potentiellement exportateurs, c'est automobile, aéronautique, agroalimentaire, sont représentés dans la région de Rabat, que j'ai l'honneur d'être le président depuis quelque temps. Maintenant, il y a un mot-clé qui a été mentionné par Nabil, c'est celui de la task force, un mot que j'aime beaucoup. Parce que pour intégrer le marché américain, je le disais dans mon introduction, et justement, c'est l'accompagnement dont on a besoin. Il y a le volet marketing commercial, il y a un volet qui est logistique et un volet qui est légal. Et j'insiste sur ce volet-là. Et le quatrième, il y a un volet qui est financier. Il y a besoin d'avoir un accompagnement pour tout exportateur marocain avec une stratégie spécifique, c'est le mot que vous cherchez, qui doit être une stratégie gouvernementale, représentative, d'accord, et destinée au marché américain spécialement. Donc, et le volet marketing, on en parlait tout à l'heure, c'est l'export de tout l'art de vie marocain, de toute la culture marocaine, toute la quintessence justement de cette belle culture, parce qu'on parle d'un marché à la fois de luxe et de forte valeur ajoutée, mais on parle également d'un marché qui est ouvert, en fait, à tout ce qui est exotique, à tout ce qui est en fait diversifié. Et il faut se positionner sur ce schéma-là. D'autres pays, sans les mentionner, c'est ce qu'ils avaient fait pendant des années. Ils se positionnaient comme la destination, ou plutôt l'origine de luxe. Aujourd'hui, ils exportent leurs textiles, leurs cuirs, leurs produits agroalimentaires, et c'est considéré comme du luxe. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense à la Grèce également. Le Maroc a tout ce qu'il faut pour exporter des produits de qualité à forte composante culturelle. Donc, il faut une task force pour le volet marketing, destinée au marché américain. Je continue. C'est l'une des missions aussi oui, on est d'accord. D'associations telles que celle que vous représentez ce soir. On est à 100% d'accord. C'est notre mission en tant qu'ASMEC, c'est notre mission en tant que CGM, c'est aussi notre mission en tant que privé qui a en fait une expertise en fait du secteur américain, en tant qu'enseignant aussi, mais également aussi en tant que par rapport en fait les différentes composantes de l'administration marocaine. C'est un travail à faire privé et public, mais aussi avec les experts. Donc le deuxième volet, c'est un volet logistique et il est tout aussi important parce qu'il faut offrir de la logistique cognitive. Le plus grand gap qu'on a par rapport au marché américain, c'est un gap cognitif, un gap de connaissance, de savoir. Et je le disais tout à l'heure. Et si vous considérez que 16 ans c'était rapide, je peux vous dire qu'on a travaillé très très dur déjà avec plusieurs casquettes depuis que j'étais chez Maersk et par la suite j'en passe. Et j'ai eu même le plaisir de siéger dans le CA d'entreprises américaines et d'en représenter pour l'Afrique. Maintenant, il y a ce gap cognitif, il est là.
Et on essaie de le breaker, on essaie de faire du transfert de savoir et de compétences, mais il faut que ce soit fait d'une manière qui est institutionnalisée. Je pense à un guichet qui s'occupe de l'accompagnement. On en parlait avec Shakir dans un déjeuner de travail et de cela quelques mois. On parlait de cette notion de logistique de la mutualisation, d'ouvrir en fait des hubs dans des régions ou là dans des États bien déterminés en fait aux États-Unis. Quels sont ces États? Quels sont les États qui collaborent le plus? Je vais poser peut-être la question à vous deux. Quels sont les États qui collaborent le plus avec le Maroc économiquement, Shakir Farsa? Je crois que la Floride, la Floride est un des plus grands États au sujet de la collaboration entre les deux pays. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sociétés marocaines qui sont très intéressées à investir et faire du business en Floride. Parce qu'il y a beaucoup de Marocains là-bas à cause de Disney, je crois. Ils sont allés là-bas pour travailler, ils sont restés là-bas et maintenant, il y a un grand marché pour les Marocains là-bas. Très bien, je vous laisse finir, Nabil Amin Laridi. De confirmer ce que je disais sur le volet marketing et logistique en fait qui réconforte, parce que s'il y a une raison pour laquelle en fait la Floride, vous avez tout à fait raison, et New York sont les principaux États qui collaborent avec les États-Unis pour rejoindre votre question, avec le Maroc, avec le Royaume du Maroc, c'est essentiellement parce qu'il y a déjà une diaspora marocaine qui est présente, d'accord, qui s'occupe de faire le relais commercial. C'est parce qu'il y a aussi en fait une connaissance culturelle. Beaucoup de Marocains ont étudié là-bas, d'accord, ce qui facilite, mais aussi une proximité en fait culturelle et logistique. Quand on parle de la Floride, la langue espagnole est parlée, beaucoup de Marocains parlent espagnol également, et il y a aussi cette ouverture par rapport à tout ce qui vient du Sud et tout ce qui vient de pays connus pour le soleil. La proximité logistique est très importante. Je rappelle que le port de Newark, qui est le port le plus proche en fait de New York en tant que soi, est à 10 jours en fait maritime du Royaume du Maroc. Il y a des connexions aussi aériennes qui sont quasi quotidiennes et parfois en fait plusieurs fois par jour. Et la même chose par rapport à la Floride, il y a une proximité en fait maritime entre 7 et 10 jours à partir du port de Tangemet. Donc il y a une fluidité, il y a une continuité, mais aussi il y a une connaissance. Mais je complète en fait mon quartet par le volet financier et légal, qui sont très importants. On a besoin, quand vous parlez en fait d'export vers la France, vers l'Espagne, vers l'Allemagne, des pays amis, qui nous soutiennent, alors automatiquement, n'importe quelle banque sait faire le back-to-back, n'importe quelle banque sait faire automatiquement tout ce qui est crédit documentaire, remise documentaire, etc. au virement bancaire. Mais quid en fait de quand on essaie d'exporter vers le marché américain, d'accord? Ce n'est pas ce n'est pas aussi automatique que cela, d'accord? Parfois ça prend plus de temps, parfois c'est plus coûteux. Et le volet légal n'est pas à prendre à la légère. Le volet légal est très primordial par rapport au marché américain. Il faut justement que les professionnels du métier s'y intéressent, ils se spécialisent dans tout ce qui est en fait droit commercial et notamment par rapport en fait pour franchir et bâtir un pont entre les deux pays. Donc l'une des meilleures manières en fait aujourd'hui de franchir, et c'est pas la seule, c'est d'avoir une base logistique marocaine dans ces États, notamment en Floride, en New York, mais aussi dans d'autres tels que Ada, qui s'occuperait de mutualiser en amont le co-logistique et le transport, de faciliter tout ce qui est documentation pour qu'il y ait zéro erreur, pour que le produit soit présent. C'est du ressort de qui? C'est une question. Écoutez, ça peut être une initiative privée. Franchement, moi je crois beaucoup en les initiatives privées. C'est un gros investissement. Non, pas forcément. Vraiment pas forcément. Moi je suis dans l'état d'esprit du discours de Sa Majesté de 2019 où il a fait appel à un secteur privé qui est dynamique, audacieux et responsable. Et là on parle d'audace et de responsabilité. Le retour sur investissement est incroyable. On peut travailler en joint venture avec des entreprises américaines de logistique. Là on n'est pas en train de parler en fait de tout ce qui est. Mais le marché est petit, donc si effectivement l'ouverture sur l'Afrique que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire et que Shakir a également mentionné, on parle du Maroc comme hub pour l'Afrique. Comment cela peut aider aussi à drainer un investissement sur ce volet logistique qui est central, c'est le backbone pour établir de solides relations commerciales. Madame Ihsan, en 2010, des entreprises marocaines patriotes ont ouvert des zones logistiques, par exemple, en France. D'accord, j'en connais une qui a 6 zones logistiques en France. Très bien. D'accord. Aujourd'hui, ça a permis d'une manière incroyable la diversification des exports marocains. D'accord, de multiplication. Imaginez l'impact qu'on pourrait avoir, justement, en ouvrant, par exemple, à Tampa en Floride, ou bien en ouvrant, en fait, à New York ou à côté du parc de New York. C'est un effet qui est incroyable parce que n'importe quel exportateur peut envoyer sa palette, peut envoyer ses échantillons de manière sûre et certaine. On aurait la qualité, on aurait les délais et avec un coût qui est en fait maîtrisé, une qualité qui est maîtrisée. Très bien. Shakir Farsa, on aimerait vous entendre aussi sur... On a parlé des barrières pour l'export vers les États-Unis des entreprises marocaines. Quelles sont les barrières que vous avez soulevées en ce qui concerne l'investisseur américain qui vient au Maroc? Il y a cette barrière de langue, mais pas que. Comment dépasser ces barrières-là? Oui, je suis d'accord avec M. Laridi. Le gap le plus grand, c'est le gap de connaissances. À mon avis, les sociétés qui sont capables d'exporter en Europe
peuvent exporter aux États-Unis. Il n'y aura pas de problème. C'est seulement une question de cibler une région spécifique où il y aura des opportunités et de rendre visite à cette région et explorer les possibilités d'avoir un partenariat avec une société américaine pour mieux avoir les opportunités là-bas. Et est-ce que c'est la même chose pour les entreprises américaines? Quelles sont les barrières que vous pensez qu'une entreprise américaine qui souhaite investir au Maroc peut avoir? Non, on a 150 entreprises américaines aujourd'hui sur le sol marocain. Je crois que c'est également la méconnaissance. Okay. Parce que, comme j'ai mentionné avant, une grande partie de mon travail, c'est de promouvoir le Maroc comme destination pour les sociétés américaines. Les sociétés américaines se concentrent sur l'Europe, l'Asie par exemple, le Sud-Amérique, mais ils ne concentrent pas sur le Maroc. Peut-être ils croient que le marché est trop petit, ou c'est le Moyen-Orient, ils ne connaissent beaucoup au sujet du Moyen-Orient, et ils ne savent pas que c'est très sécurisé ici. Et il y a des zones industrielles qualifiées aussi. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation. Oui. Il y a ces zones industrielles où il y a une forte présence américaine. Oui, exactement. Un transfert de savoir et de compétences qui se fait. La spécificité des entreprises américaines au Maroc, c'est que beaucoup d'entre elles sont menées par des Marocains et non pas par des étrangers. Le management. Je voudrais mentionner qu'il y a une société américaine ici, qu'il y a une filière au Mexique. Et le chef de l'entreprise ici m'a dit que les prix de l'exploitation sont beaucoup moins au Maroc qu'au Mexique. Et il gagne beaucoup plus d'argent ici qu'au Mexique. Waouh! Sachant que, encore une fois, là, le volet géographique, je voudrais juste l'interpeller sur un autre point. Amine, merci. Donc, on a parlé de ça. Il y a un autre volet très, très important. Quand vous dites qu'il y a une méconnaissance, on ne connaît pas très bien, comment faciliter cette connaissance? On a parlé de task force. Quel est le rôle aujourd'hui, justement, de votre département, notamment du consulat américain à Casablanca, pour faciliter cela? Et comment ça se fait sur le terrain? On aimerait avoir des exemples concrets. Oui, le sommet Select USA, c'est une très grande opportunité de comprendre comment on peut exploiter le marché des États-Unis. Parce qu'il y a tous les États des États-Unis dans le même endroit. On peut parler avec tous les États, tous les 50 États, et on peut avoir des discussions avec tous les responsables qui ont des règles au sujet de faire des affaires là-bas, et comment profiter, et comment savoir toutes les opportunités qu'on a là-bas. Donc 20 entreprises seront représentées, 20 entreprises marocaines à ce Select USA? Il y aura... Plus? Je crois que plus que 20 vont venir avec nous. Très bien. Comment vont-elles, il nous reste quelques minutes, comment vont-elles être accompagnées et on voudrait avoir des résultats concrets, Amine Laridi, après la participation à ce énième événement qui est organisé outre-mer et que le Maroc y est présent, mais qu'on ne touche pas vraiment de résultats sur le... Pour nos amis américains, je rappelle que c'est la deuxième fois en fait, qu'on participe uniquement. Et que pour nos amis américains, encore une fois, c'est un événement très stratégique parce qu'il y a aussi la présence très souvent du président américain et de tout son cabinet, de tous les ministres en général. Ils sont là, ils ont confirmé. Maintenant, pour vous répondre, il y a une philosophie marocaine qui est très importante et vous aviez raison tout à l'heure de le mentionner, c'est la notion de win-win. Donc avec nous, nos partenaires, on veut qu'il y ait en fait de la richesse mutuelle, de la création d'emplois mutuels, d'accord? Et bien sûr avec nos partenaires les plus stratégiques dans les États-Unis d'Amérique. Et c'est quelque chose qui leur tient à cœur et qui nous tient à cœur également. Je rappelle que l'internationalisation, ce n'est pas uniquement le downstream, ce n'est pas uniquement en fait le produit fini. L'internationalisation, c'est toute la chaîne de valeur. On peut s'internationaliser dans un but d'acquérir un savoir stratégique. Et je représentais, vous le savez, en fait une entreprise d'ingénierie pendant des années et on a acquis un savoir stratégique. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on peut être en fait présent aux États-Unis. Ça peut être aussi en se spécialisant dans une niche bien déterminée. Si on parle de l'industrie de la défense et on parle d'industrie de l'armement, on peut être sous-traitant d'une partie bien déterminée, d'accord? Et on a toute la capacité, on a tout le savoir-faire, etc. Ce qui renforce même en fait ce partenariat qu'on a avec nos amis américains.
quelqu'un tout à l'heure, je pense que c'était mon ami Nabil ou vous qui avez parlé en fait du Chili comme exemple. Alors j'ai été au Chili, c'était vous, donc en 2016-2017, j'étais au Chili dans une mission officielle et j'ai demandé à visiter les plantations agricoles, d'accord, pour avoir une idée qui était concrète. Et c'est l'un des rares pays dans le monde à avoir en fait un custom seal au niveau en fait du Chili, c'est-à-dire c'est contrôlé non seulement pour tout ce qui est phytosanitaire, mais même par rapport à la douane. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de l'investissement mutuel, parce que les entreprises chiliennes ont eu l'intelligence d'investir aux États-Unis, tout comme les entreprises américaines ont investi au Chili. C'est ce que je dis. Donc ça sert des intérêts mutuels. Deuxième des choses, ils n'exportent qu'à contre-saison, donc jamais en compétition avec les entreprises américaines. Ce qu'on pourrait aussi faire, d'accord? On n'exporte que ce dont les Américains ils ont besoin. Vous le disiez, le marché il est tellement énorme. Pourquoi rentrer en compétition alors qu'on peut être en complémentarité? Et en même temps aussi, elles ont bénéficié de cette capacité énorme. Je parlais tout à l'heure de la technologie, de l'upgrade technologique qualitatif, mais aussi le volet financier. Être présent aux États-Unis, c'est aussi dans quelques années, une fois ma brand elle est présente, elle est établie, les gens la connaissent, c'est une capacité de lever de fonds financières, aussi bien auprès de la bourse qu'auprès des fonds d'investissement. Il faut juste que ce soit bien cadré, bien structuré, et il faut encourager, et c'est mon dernier mot, il faut encourager les champions. On a besoin d'encourager les champions nationaux qui réussissent pour que d'autres suivent. Que ce soit la locomotive, ce que je disais tout à l'heure par rapport au TPE, Nabil Adel, un dernier mot pour que je sois fair pour tous mes invités, un dernier mot pour clore cette discussion sur le partenariat économique entre le Maroc et les États-Unis. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le partenariat a produit des résultats très, très, très positifs. Nous avons multiplié le commerce extérieur par 5 depuis l'entrée en vigueur de aujourd'hui, c'est son 5e investissement au Maroc. Donc, il y a une dynamique de ces échanges. Alors, l'objectif, c'est effectivement que le Maroc puisse profiter pleinement de ce que peut offrir le marché américain ou au moins certains États américains. Et là, je pense que les efforts ne doivent pas reposer uniquement sur les épaules du public. Le privé a un grand rôle à jouer et il doit le jouer. C'est noté. Merci beaucoup Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique, en géoéconomie de l'ESCA. Merci Shakil Falsakh, attaché commercial du consulat des États-Unis à Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et bien sûr, mes remerciements vont aussi à Amin Laridi, notre expert international en stratégie, en diplomatie économique. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.